Nos chers amis américains. Pourquoi ce titre empli d'ironie? Il part d'un simple constat. Depuis des décennies, et principalement après la Seconde Guerre mondiale, les Américains se sont déclarés, inventés comme les chevaliers des vertus démocratiques. Il semble donc que les représentants de ce peuple, passés de l'état barbare à décadent sans avoir connu de civilisation, soient seuls juges de la valeur des régimes dans le monde, arbitres suprêmes du bien et du mal, jusque dans les pensées intimes relevant de la sphère domestique. Pour comprendre l'origine de ce déterminisme, il fallait remonter à la création non pas des États-Unis, mais bel et bien des premières colonies d'Amérique. Comment ce peuple, qui n'a qu'une histoire de 2 siècles, est-il parvenu à contrôler la politique mondiale de nos jours? En quoi ces idées de liberté et d'égalité peuvent être considérées comme fallacieuses et iniques au vu des différents éléments de l'histoire, sciemment occultés par les élites depuis la création des États-Unis? Pourquoi ce pays est-il devenu le chantre du mondialisme, gouverné par des gens élus par personne, au nom des valeurs démocratiques? Cette modeste étude en appellera d'autres, c'est précisément l'espoir de ceux qui l'ont faite. Épisode 3. De la création de la réserve fédérale à la fin de la Première Guerre mondiale. Début du XXe siècle. L'immigration bat son plein. Des gens venus de tous les horizons rejoignent les États-Unis, notamment les Italiens qui formeront les premières mafias. Cette immigration est le fait de l'émulation de la société américaine qui offre des opportunités inégalées. Après la première crise financière de la fin du XIXe siècle, qui servit à imposer l'étalon or aux dépens de l'étalon argent, les financiers veulent imposer le dollar, mais surtout que cette monnaie ne tombe pas aux mains des politiques. C'est ici que démarre la création de la Fed. Donc de la même façon qu'ils ont procédé pour fomenter le coût sur la loi sur la monnaie, il y a un homme qui s'appelle Aldrich qui va rédiger un rapport pour pouvoir se prémunir des crises comme celle de 1907 ou celle des précédentes crises sur des ruines bancaires. Éviter les faillites bancaires. Voilà. Donc il va rédiger un rapport sur le fait les États-Unis ont besoin d'une banque centrale pour gérer plus à même les besoins économiques du pays. Et donc en novembre 1910, il y a plusieurs personnages qui vont partir assez discrètement sur ce qu'on appelle l'île Jekyll, qui appartient à Morgan. Et ces personnages se nomment Aldrich, donc le sénateur qui a rédigé le rapport, Benjamin Strong, Vanderlip, Norton, Paul Warburg. Donc tous ces gens, ils participent déjà au monde bancaire, au monde financier à travers la maison Morgan. Officiellement, ils vont à une partie de chasse sur l'île Jekyll. Au large de la côte de la Géorgie, à des centaines de kilomètres au sud de New York, la capitale bancaire du monde, se trouve l'île Jekyll, une retraite d'hiver pour les personnes riches et célèbres. Ce petit paradis au milieu de l'océan a déjà été la propriété de M. Monopoly lui-même, le financier international J.P. Morgan. C'est à cet endroit que 6 banquiers internationaux, réunis en huis clos dans le plus grand secret, ont élaboré les plans de ce qui allait devenir l'institution privée la plus puissante de l'Amérique, le système de réserve fédérale. L'histoire de l'île Jekyll est l'une des histoires les plus fascinantes du XXe siècle. Vous avez ces banquiers qui prennent ensemble un train réservé à Hoboken. Imaginez 5 des banquiers les plus importants du monde dans le même train. Les journalistes voulaient savoir ce que cela cachait, mais pendant des années, le secret est resté impénétrable. Donc ce fait-là, ça va durer une semaine environ. Et au bout d'une semaine, ils vont avoir plus ou moins rédigé les plans de l'établissement de la Fed. Seulement, ils vont mettre quelques années à la mettre en place parce qu'il y aura plusieurs projets de loi qui seront déposés par Aldrich, qui seront plus ou moins à chaque fois refusés par le Sénat en général. That very same year, the bankers committed their second and by far the most diabolical fraud ever perpetrated on the American people by bribing senators to pass the Federal Reserve Act without the required constitutional amendment. All in favor, say aye. They did this during Christmas vacation,
where many senators were home celebrating their holidays with their families. And that's how the unconstitutional Federal Reserve Act came into being. Donc au bout du 23 décembre, c'est fini, la loi sur la création de la Fed est votée. Et le problème, c'est que malgré ce vote, il y a plusieurs sénateurs, mine de rien, qui s'étaient interposés pour expliquer aux gens, à la population, que si on mettait en place ce système, on allait créer une espèce de système bancaire dans lequel, en fait, les gens, en fait, ne pourraient plus intervenir à travers leurs représentants, puisqu'il n'y aurait plus du tout le moyen de s'interposer face à la création monétaire. Alors, parmi ces sénateurs, il y en a deux. Il y a Lindbergh, donc le célèbre, le père de l'aviateur, de Charles Lindbergh, qui notamment n'a pas arrêté d'apostropher le président Wilson à cette époque, et qui lui expliquait clairement que si ce projet arrivait à terme, on arriverait à une organisation quasiment de bankster qui gérerait carrément l'économie du pays. Et il y a même un autre sénateur qui s'appelle Puyot, je sais pas comment on prononce exactement, qui a fait une commission et qui a expliqué, qui a démontré que cette création était en fait un attentat financier, il n'y a pas d'autre nom pour le définir. Et il expliquait dans sa commission qu'il explique bien plus dangereux que tous ceux que nous avons autrefois connus en termes d'élimination de la concurrence industrielle et le contrôle du crédit à travers la domination de ces groupes sur les banques et l'industrie. Et grosso modo, il expliquait qu'à travers cette banque, seuls quelques industriels allaient pouvoir, quelques financiers allaient pouvoir gérer les affaires économiques du pays. En 1976, il y a un autre rapport qui est sorti aux États-Unis qui expliquait que que depuis 1913, les administrateurs de la Banque fédérale des États-Unis n'appartenaient qu'à un petit consortium de personnes. 8 familles qui géraient en fait les intérêts de la nation. Et parmi ces 8 familles, il y en a la moitié qui n'étaient même pas anglais. Donc de la même façon que la Banque d'Angleterre a été créée, ou que Guillaume d'Orange, qui n'était pas anglais, qui était hollandais à la base, on allait mettre en place dans ces pays un consortium de personnes qui n'étaient pas ni américains et qui n'étaient ni anglais dans la création de la Banque d'Angleterre. On peut citer les noms de ces 8 familles. Hein. Oui, ce sont les familles Goldman Sachs, Rockefeller, Lehman, Kuhn Loeb de New York, les Rothschild de Paris et de Londres, les Warburg de Hambourg, les Lazare de Paris et les Israel Moses Seif de Rome. Alors après, derrière ces personnages se cachent aussi des banques, notamment. C'est pour ça que y a toujours eu des problèmes. C'est très difficile de croiser ces noms avec des soi-disant sociétés anonymes, puisqu'ils se cachent derrière des sociétés anonymes. Ça a été tout le mérite de quelqu'un comme Stas Melin ou le complot de la réserve fédérale ou Sutton, et d'autres plus tard, comme l'a fait des Pioncholi, William Carr, etc. Donc il y a des gens qui ont travaillé pour essayer de comprendre quelle c'était cette pieuvre qui se cachait derrière ces cartels. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, ce qu'on appelle les 4 cavaliers du système bancaire américain, en fait, possèdent également les 4 cavaliers du pétrole. C'est-à-dire que Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup et Wells Fargo possèdent ExxonMobil, Royal Dutch, Shell, BP, Amoco et Chevron Texaco en tandem avec Deutsche Bank, la BNP, Barclays et d'autres pontes européens de la finance qu'on a signalé juste avant. Ce qui est marrant aussi, c'est que Wilson, au moment où il laisse faire il signe l'acte d'approbation de la création de la Fed, à la fin de son mandat, il se rendra compte qu'il a livré son pays à la finance. Il se rend compte que désormais, à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun moyen pour le peuple américain ou pour ses élus d'intervenir en matière économique dans le pays. President Woodrow Wilson, who signed the Federal Reserve Act into law, later said, in regret, "I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is now controlled by its system of credit. We are no longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and duress of a small group of dominant men." Et seule la Fed sera à même de gérer toutes les décisions principales, et notamment sur le crédit, bien évidemment, parce que je vais plutôt laisser t'expliquer comment fonctionne la Fed, parce que c'est quand même important de comprendre ce fonctionnement. On va créer de l'argent à partir de rien. Le grand secret de la Fed, c'est tout simplement
c'est exactement le même que la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire que c'est elle, en dernier ressort, qui contrôle la dette de l'État. C'est-à-dire que, comme on a vu par exemple, actuellement, les gens parlent de quantitative easy. Quel est le rôle de la Fed? Tout simplement. Alors après, ça se joue avec les ventes de bons de trésor américains. Eh bien, en dernier ressort, quand les bons du trésor n'ont pas trouvé d'acquéreur, ils finissent à la Fed qui les rachète, moyennant intérêt bien entendu, et qui à ce moment-là devient détenteur d'une dette. La dette colossale qu'ont les Américains aujourd'hui, en fait, est entre les mains de peu de personnes. Également, on en revient, mais là on y reviendra, pourquoi les Japonais ont pris de cette dette, pourquoi les Chinois ont pris de cette dette également. C'est un dictat financier de toute façon. Les pays du Golfe, certains pays du Golfe, en Arabie Certains Saoudite. pays du Golfe, ce sont des dictats financiers. Mais en dernier ressort, la Fed détient et de facto, en fait, discrètement, comme c'est le cas aujourd'hui, la finance internationale se permet tout simplement de capter cette finance oligarchique, de capter tous les impôts sur le revenu du monde entier, enfin des pays occidentaux, quand on sait que, par exemple, avant la création de la Fed, on ne payait pas d'impôt sur le revenu. Et à mesure... De toute façon, c'est à ce moment-là qu'on crée l'impôt sur le revenu. Wilson met en place ce système d'impôt qui lui est soufflé par un personnage dont on va peut-être reparler avant le colonel House. Alors le colonel House, personnage extraordinaire, le Kissinger de son temps, on pourrait dire. C'est-à-dire... le faiseur et le défaiseur de président américain. Voilà. C'est lui qui a géré le traité de Versailles, tout en sachant très bien, tout le monde savait très bien, qu'au traité de Versailles, mais ça on y viendra après, c'était inéluctablement une guerre à venir. Et juste avant de parler de la Première Guerre mondiale, revenir sur le colonel House quand même, pour savoir qui il est, pour qui il tournait à la base. Parce que je crois que c'est le père du colonel House qui avait fait fortune dans les champs de coton, et qui, pour pouvoir améliorer ses exportations, s'était allié avec toujours le même personnage, avec un des représentants de la maison Rothschild, qui lui permettait de pouvoir exporter au mieux ses productions de coton à travers l'Europe. Et suite à ça, le colonel House, en reprenant le flambeau de son père, il s'est vite aperçu que pour lui, avoir le pouvoir, c'était pas forcément grâce aux champs de coton, c'était plutôt en se mettant dans l'ombre des représentants, des politiques, qui allaient permettre à lui de gérer, de tirer les ficelles. Au service. Et de ce fait, étant donné qu'il était agent, entre guillemets, de Rothschild, il était un fondateur de tout ce système bancaire et financier américain qui était géré directement de Londres par d'autres personnages. Donc c'est également le colonel House, ce personnage qui était en fait l'âme damnée de Wilson, Wilson étant un personnage falot, faut le dire, qui ne pensait, c'est le colonel House qui lui dictait tout ce qu'il devait faire et même son courrier. Et donc Wilson en fait avait été choisi comme président des États-Unis par la finance, justement, parce que c'était vraiment le personnage qu'il fallait pour signer l'acte de la réserve fédérale. On peut m'expliquer au moment où il est élu, en fait, à la base, il y avait un autre président qui était du côté républicain, qui s'appelait Taft, qui avait toutes les chances de gagner face à ce personnage. Et les financiers ont tout mis en place pour que Theodore Roosevelt se représente une nouvelle fois, parce qu'il était sûr de perdre. Suite avec tout ce qui avait été mis en place, l'opinion publique était très défavorable face à ce personnage. Donc les financiers se sont arrangés pour Taft perdre les élections républicaines. Donc de cette façon, on savait très bien que Wilson allait être élu. Alors que Taft, dans plusieurs messages qu'il envoyait régulièrement aux financiers, il était contre le fait qu'une banque centrale soit créée et que les financiers puissent abroger le droit régalien de battre monnaie. Absolument. Donc c'est là où on voit également ce soi-disant pays des libertés où par ce système de politique binaire, démocrate, républicain, droite-gauche, etc., en fait, c'est à partir de maintenant le modèle d'ailleurs qu'on veut imposer au monde entier, comme par hasard, on impose la démocratie.
l'Amérique et ses valeurs, quoi, en fait, veut imposer la démocratie. Pourquoi elle veut imposer la démocratie? Parce que en filigrane, ce sont tout simplement les financiers qui vont refaire exactement la même chose partout. Il commence à y avoir ce pays, donc ce grand pays qui est l'Amérique, plus il s'agrandit et plus il est rétréci, il se retrouve dans des petites mains. Voilà en fait pourquoi l'expression nos chers amis américains, on ne peut même pas dire que le peuple américain soit vraiment conscient de cet état de fait. Il y a heureusement encore des gens qui se battent aux États-Unis, qui dénoncent cette dictature, hein, c'est une dictature hein, à ce moment-là, puisque la diplomatie américaine, à partir de ce moment-là, n'obéit plus qu'à des intérêts. C'est uniquement des intérêts. Bon, pour en revenir à la fin de la création de la Fed, il y a un homme qui va être vraiment mis en avant, c'est la maison Morgan qui va être mis en avant, qui va, à partir de ce moment-là, en fait, gérer un peu toutes les banques new-yorkaises, toute le Wall Street. Et ce système de pouvoir, cette pyramide de pouvoir qui était installée, elle a infiltré donc l'économie, forcément, toute la finance, toutes les arcanes politiques du monde, à travers les banques Rothschild où ils sont associés en Angleterre et les Warburg en Allemagne. Et c'est de la même façon qu'ils vont alimenter les belligérants de la guerre de sécession. On va voir que... De la même manière qu'ils vont infiltrer les syndicats ouvriers aussi. Oui, de la même façon. De la même façon. Et on va voir que, justement, en parlant de la Première Guerre mondiale, on va voir de quelle façon ils vont réussir à mettre en place, non pas la Première Guerre mondiale, parce qu'on pourrait parler, on ne va pas extrapoler sur l'Europe, on va rester concentré sur les États-Unis, mais de quelle manière ils vont pouvoir manipuler l'opinion publique pour favoriser l'entrée en guerre des États-Unis. Les causes de la Première Guerre mondiale, l'assassinat, officiellement dans tout manuel d'histoire, c'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, c'est le fils, à Sarajevo. C'est une vaste fumisterie. Il y avait à ce moment-là un nouvel élément qui rentrait en jeu, c'est qu'ils avaient découvert l'utilisation des huiles lourdes. Et des huiles lourdes qui va permettre l'évolution du moteur à explosion. Les premiers moteurs aux voitures, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont marché à l'éthanol tout simplement, mais de suite on va étouffer ces découvertes parce que, bien entendu, il y avait beaucoup plus à gagner sur les huiles lourdes, sur les pétroles, notamment et les découvertes de Rudolf de Diesel. Donc, ayant compris l'importance stratégique du pétrole, cette finance américaine, et notamment particulièrement Rockefeller, donc, va se livrer un combat à mort avec M. Deterding, qui était lui l'agent de la famille royale d'Angleterre et de Hollande, et qui travaillait donc pour British Petroleum, et un troisième, Royal Dutch Shell, et un troisième personnage absolument extraordinaire, un Arménien du nom de Gubelkian, qui lui est à vendre à tout le monde pourvu qu'il encaisse 5%. Pourquoi il fallait absolument que les États-Unis trouvent un moyen, une justification du fait de l'entrée dans la guerre mondiale? Il faut se souvenir qu'au début du 19e siècle, il y a une doctrine qui s'appelle la doctrine Monroe, qui a imposé aux politiques des États-Unis une forme d'isolationnisme qui interdisait aux politiques d'entrer en guerre quand ça ne les concernait pas. C'est-à-dire tout ce qui se passait en dehors de leur pays, les États-Unis n'étaient pas censés intervenir. Donc, comme d'habitude, hein, cette doctrine a été faite pour l'opinion publique, pour montrer que les politiques étaient censés s'intéresser qu'à leurs citoyens. Donc, de ce fait, il fallait absolument trouver des causes qui allaient permettre, en fait, l'autorisation d'entrer en guerre. Alors, on va parler on peut parler de l'affaire Zimmermann. L'affaire Zimmermann, c'est en fait une invention du fait que les Allemands, il y avait un ambassadeur allemand et mexicain qui était donc à New York, qui complotait contre les États-Unis pour le fait que les Allemands se battent d'un côté, donc en Europe, et qui allait aider les Mexicains à entrer en guerre contre les États-Unis. Donc cette affaire a fait grosse émulation dans l'opinion publique et on se demandait pourquoi les politiques n'intervenaient pas contre ces gens-là. L'autre chose, c'était le fait que Ludendorff, donc c'était un chef de guerre allemand, tout comme l'était Hindenburg, qui allait couler le Lusitanien en 1916 et qui allait aussi choquer
l'opinion publique américaine du fait que les Italiens étaient principalement, il y avait des citoyens américains qui étaient présents sur le bateau et qu'en plus, les Allemands intervenaient sur un bateau qui était normalement neutre. D'accord. Mais il est avéré qu'il livrait de toute façon des armes et des munitions. Voilà. Et le gouvernement allemand avait demandé aux civils de ne pas monter dans ce bateau. Exactement. Voilà. Alors, après, je vais te laisser enchaîner. Sur ce que tu disais justement, le fait que les Américains intervenaient notamment, c'est principalement à travers Morgan, qui prêtait de l'argent aux Anglais principalement au début et qui faisait livrer à chaque fois des armes à la Triple Entente, c'est-à-dire aux Français et aux Anglais, pas trop aux Russes parce qu'il y avait un autre projet pour les Russes à ce moment-là, et qui, malgré la doctrine Monroe, était déjà entré en guerre du fait qu'on leur prêtait de l'argent et qu'on les aidait à se battre contre les Allemands. À chaque fois qu'il y avait une livraison, il faut savoir que la Banque Morgan prélevait quand même 2% d'intérêt sur les deux belligérants qui étaient normalement leurs alliés. Alors après, on pourrait trouver les causes un peu plus profondes de l'entrée en guerre des États-Unis. Mais avant, il faut revenir quand même sur un groupe étrange, moi, à mon avis, qu'il ne faut pas oublier. C'est le groupe de la table ronde, la Round Table. Ce Round Table qui est toujours, issu de ce système hégémonique anglo-saxon, est fondé en 1910. Les prémices avaient été posées avant, par Cecil Rhodes. C'est lui qui a commencé à financer. On peut dire Cecil Rhodes aussi a été influencé quand il a fait ses études à Oxford par John Ruskin, voilà, qui lui avait commencé à mettre en place cette doctrine plus ou moins, on va dire socialiste, dans lequel il fallait absolument une hégémonie d'un maître blanc pour pouvoir enseigner aux gens les bienfaits du progrès qu'on allait leur donner. Disons qu'il y a une élite qui doit imposer sa vision pour le bien des gens, pour le bienfait de la plupart des populations. On a oublié quand même un détail qui est important, à mon avis, qu'il faut signaler, c'est que, par exemple, quand la famille royale d'Angleterre et certaines familles ont perdu de l'argent avec l'abolition de l'esclavage, ils se sont recyclés dans le trafic d'opium. Voilà. Allez, sur la Chine, donc ces gens-là ont dit c'est pas grave, on perd ce qu'on appelait l'ébène, donc ils se sont mis à l'opium et ils se retrouvaient avec les Anglais avec un empire immense et sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Et pour maintenir cet empire, ça coûtait une fortune quand même au niveau militaire. Donc il fallait à partir de là créer une élite et la former dès le plus bas âge, puisqu'on a même vu les kindergarten où ils commençaient très tôt. En face de ça, il y a le pragmatisme allemand. On sait à cette époque-là déjà que l'Allemagne, comme aujourd'hui, c'est des gens qui ont une résolution, une technologie qui va les amener très vite. Les Anglais ont peur, les Anglo-Saxons ont peur, puisque ils ne maîtrisent pas ce gouvernement qui est encore un gouvernement sous l'emprise d'un roi qu'on appelle Kaiser. Il leur reste dans les pattes un empereur, si on veut. Il y a l'empereur d'Autriche-Hongrie qui les gêne aussi. Donc il faut un peu faire le ménage. Donc ça, la destruction, je dirais, de l'Allemagne et de l'Empire Autriche-Hongrie, à tel point il est clair dans les buts de cette guerre qu'on verra un personnage encore venu des loges qu'on appelle Papus, qui est donc le fondateur de l'ordre martiniste, écrire avant l'attentat de Sarajevo, décrire cette guerre et en expliquant que ça finira par la destruction de l'empire germanique, ça se terminera par la disparition de l'empire Autriche-Hongrie et que cet empire sera sur les cendres de cet empire, on fera les États-Unis d'Europe. Et il dit bien, et tout ça ne peut se faire que grâce à la bienveillance de gens fortunés qu'on ne voit pas sur le devant de la scène. Alors ça, on va l'incruster dans la vidéo, je te donnerai la phrase exacte, la revue, la date, voilà, pour que les gens comprennent bien comment ce qu'on peut appeler la fatalité n'en est peut-être pas finalement une. Donc c'est toujours cette efflorescence d'un monde parallèle, d'une élite qui décide en secret ce qui va se passer. Il n'y a rien de très complotiste là-dedans, les faits sont écrits.
Puis au-delà de la table ronde, il y a quand même l'Institut royal des affaires internationales en Angleterre qui est créé, qui émane de la table ronde, de la round table, et qui va mettre en place donc on va dire pas des complots, mais des plans au niveau international pour manipuler un peu tous ces politiques, pour leur indiquer le sens qu'il faut suivre pour satisfaire certaines personnes. Et donc la situation, qu'on soit bien clair, au niveau de l'Angleterre, l'Angleterre attaque la Première Guerre mondiale, elle est quasiment ruinée. Mais elle est quasiment ruinée, elle est dans une situation... La situation économique est catastrophique, l'Allemagne est en train de prendre le dessus. À l'époque, le niveau des Allemands est le plus haut du monde. Voilà. L'Allemagne est financièrement est en train de signer des accords, avec Bagdad, l'Empire ottoman, quoi. Le point qu'il fallait absolument empêcher pour les Anglais, c'était le ravitaillement en énergie que se préparait l'Allemagne avec la mise en place de la ligne ferroviaire Berlin-Bagdad. Donc il était urgent de créer un prétexte de guerre. L'attentat de Sarajevo, en obligeant l'Empire d'Autriche-Hongrie de réagir et par le jeu des alliances, allait entraîner de toute façon toute l'Europe en guerre. Quand on voit par contre les accords qu'avaient fait les Anglais, les manœuvres qu'ont fait les Anglais justement pendant cette première guerre, on voit très bien qu'eux, ils se battaient pour autre chose. Chose importante, on va revenir juste après la fin de la guerre de sécession. Il y a quand même une société secrète, je ne sais pas si elle est vraiment secrète, le Bean and Breed qui est créée, c'est-à-dire une société principalement pour la défense des droits des Juifs aux États-Unis, à la même manière que en France comme la LICRA ou des choses comme ça, et qui allait commencer à avoir une certaine influence dans lequel il voulait insuffler, principalement en Angleterre, puisque la Palestine leur appartenait, une forme de sionisme politique dans lequel il fallait absolument la création d'un État d'Israël. C'était un protectorat franco-anglais. Oui, mais il fallait absolument avoir l'appui d'un des deux, donc c'était plus facilement de l'avoir d'Angleterre que de la France. Donc là-bas, c'était de créer un foyer national juif en Palestine. Et ce sionisme politique a été mis en place par Thomas Herzl en 1881 à Odessa, en Russie. On reviendra sur Odessa un peu plus tard. Et donc il allait réclamer, donc à partir de là, un État juif. Donc pour forcer ou pour aider les Américains à entrer en guerre, il y a cette fameuse lettre qu'a écrit Balfour, James Arthur Balfour. Pendant la guerre, donc en 1916. Quand on arrive à cette guerre, donc on va dire que tout est en place, mais la cause, ce n'est pas du tout l'attentat de Sarajevo. C'est un jeu d'alliance, c'est des intérêts particuliers, et en même temps vient se greffer, je dirais, un troisième larron dans cette guerre au pétrole, dans cette guerre aux empires, parce que installer l'empire, phagocyter l'Empire ottoman, c'était évident que c'était décidé. Et il reste maintenant encore un personnage, un grand financier, qui est tout simplement Lord Rothschild, qui dit oui, mais moi, parce qu'elle arrivera tard dans la guerre, cette déclaration Balfour, en 1917. Donc à partir de là, Lord Rothschild vient promettre, et la finance, ces mouvements de pression, je dirais, sionistes, viennent proposer aux Anglais l'entrée en guerre des États-Unis, mais en échange exigent la création d'un foyer juif en Palestine. Alors ça s'appelle la déclaration Balfour, elle a strictement rien d'officiel, puisque on voit tout simplement Arthur James Balfour répondre à la requête d'un richissime personnage au nom de Sa Majesté. Alors je lis la lettre, elle est très simple, ça s'appelle la déclaration Balfour, c'est « Cher Lord Rothschild, j'ai le plaisir de vous adresser au nom du gouvernement de Sa Majesté la déclaration ci-dessous de sympathie à l'adresse des aspirations sionistes, déclaration soumise au cabinet et approuvée par lui. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif.
étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les juifs jouissent dans tout autre pays. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. Arthur James Balfour. Donc c'est une déclaration qui a quand même son importance, et je conseillerais donc à tout le monde d'aller réécouter l'allocution de Benjamin Friedman aux États-Unis sur la question sioniste et l'entrée en guerre des États-Unis. Encore une fois, il y a une duplicité, il y a un énorme mensonge quand on voit les Américains débarquer en France et dire Lafayette nous voici. Non, ils auraient plutôt dire Lord Rothschild nous voilà. Voilà le fait est. Donc il y a plusieurs causes, c'est pas la seule, mais ça en fait partie. Il y a plusieurs causes, et les Américains, donc après l'affaire du Lusitania, ont d'abord rien dit quand il y a eu parce qu'ils sont rentrés bien après le torpillage du Lusitania. Ils sont rentrés en guerre en invoquant le torpillage du Lusitania, mais surtout après cette déclaration Balfour extraordinaire, et avec toute la pression sur l'establishment américain des forces sionistes américaines. Ce qui est très très bien expliqué par Benjamin Friedman, quels sont les buts. What happened? Within 2 years, Germany had won that war. Not alone won it nominally, but won it actually. The German submarines, which were a surprise to the world, had swept all the convoys from the Atlantic Ocean, and Great Britain stood there without ammunition for her soldiers, stood there with 1 week's food supply facing her, and after that, starvation. At that time, the French army had mutinied. They lost 600,000 of the flower of the French youth in the defense of Verdun on the Somme. The Russian army was defecting. They were picking up their toys and going home. They didn't want to play war anymore. They didn't like the Tsar. And the Italian army had collapsed. Now, Germany, not a shot had been fired on the German soil. Not an enemy soldier had crossed the border into Germany. And yet, here was Germany offering England peace terms. They offered England a negotiated peace on what the lawyers call a status quo ante basis. That means, let's call the war off and let everything be as it was before the war started. Well, England in the summer of 1916 was considering that seriously. They had no choice. They was either accepting this negotiated peace that Germany was magnanimously offering them, or going on with the war and being totally defeated. While that was going on, the Zionists in Germany, who represented the Zionists from Eastern Europe, went to the British War Cabinet, and I'm going to be brief because this is a long story, but I have all the documents to prove any statement that I make, if anyone here is curious or doesn't believe what I is possible. The Zionists in London went to the British War Cabinet, and they said, look here, you can yet win this war. You don't have to give up. You don't have to accept the negotiated peace offered to you now by Germany. You can win this war if the United States will come in as your ally. The United States was not in the war at that time. We were fresh, we were young, we were rich, we were powerful. And they told England, we will guarantee to bring the United States into the war as your ally, to fight with you on your side, if you will promise us Palestine after you win the war. In other words, they made this deal. We will get the United States into this war as your ally. The price you must pay us is Palestine after you have won the war and defeated Germany, Austria-Hungary, and Turkey.
On pourrait dire aujourd'hui non, c'est pas ça. Malheureusement, c'est l'actualité qui démontre que oui, c'est ça. Et quand on voit, par exemple, depuis cette déclaration Balfour, tout le chemin qui a été fait par cet État d'Israël, ça va être la suite du sujet, c'est-à-dire que nos chers amis américains se sont embarqués dans un nouveau combat, à partir de là, qui a des implications jusqu'à aujourd'hui. Pour débloquer les fonds, les Américains, ils vont quand même signer le Federal Act qui va débloquer plus de 21 milliards de dollars pour l'entrée en guerre. Et à qui ils vont demander les 21 milliards de dollars? À la réserve fédérale américaine. Voilà. Donc les premiers bons du Trésor vont être vendus à un prix d'or et que ça va rapporter beaucoup d'argent. Voilà, c'est-à-dire que cette entrée en guerre sera très lucrative pour la toute nouvelle banque privée créée aux États-Unis, qui est la réserve fédérale, qui va financer l'entrée en guerre des États-Unis. Alors c'est vrai que les Français se félicitaient de l'entrée en guerre des États-Unis, mais quand ils arrivent, ils leur expliquent comme aux Anglais, « We made our own war », c'est-à-dire nous allons faire notre guerre. Voilà. Notre guerre, c'est-à-dire qu'ils ont spécifié clairement ce qu'on vient de dire, qu'ils vont faire la guerre parce qu'ils ont leur propre stratégie. Et l'une des stratégies, on en reviendra plus tard quand on parlera un peu d'autres personnages, notamment ce qu'on appelle un peu les théories de Mackinder sur le fait du contrôle du monde qui va commencer, cette forme de géopolitique avant que Mackinder, où il faut contrôler l'Eurasie pour contrôler le monde. Ça fait aussi partie d'une des raisons que les Américains vont entrer en guerre. La France et l'Allemagne ont payé un tribut extraordinaire à cette guerre. Les Anglais, pendant cette guerre, ils ont vite été au Moyen-Orient le plus rapidement possible pour aller récupérer le maximum de terrain possible. Malgré la catastrophe de la bataille des Dardanelles, où c'est une catastrophe à cause de Monsieur Winston Churchill. Monsieur Winston Churchill, qui est le descendant direct de Monsieur Marlborough. Marlborough s'en va en guerre, celui qui a vendu l'Angleterre à Guillaume d'Orange et qui a reçu une rente à vie par des banquiers. Ce qui est important, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, les Américains vont principalement aider les Anglais et les Français. Et à travers cette aide, les Anglais devaient aider l'autre allié des Français et des Anglais, c'est-à-dire les Russes. Sauf que l'aide prévue pour les Russes n'arrivera jamais. Jamais. Donc Lord Kitchener, qui avait dû embarquer pour essayer d'aider les Russes dans leur combat contre les Allemands, n'arrivera jamais. Il est mort. Son bateau, il va couler et lui avec. Voilà. Encore une fois, il y avait des traités qui avaient été signés, c'est-à-dire qu'on avait emmené le tsar dans cette guerre mondiale. Mais les Anglais, nos chers amis anglo-saxons, avaient promis, parce que le tsar avait tout à fait conscience de la vétusté de son armée, malgré tout, ils avaient promis donc armes et munitions. Les Russes non seulement ne recevaient pas ni armes ni munitions, on en était pratiquement à se battre avec un fusil pour 3 hommes, je crois, sur le front contre les Allemands, mais en même temps avaient d'une part aidé par les Allemands, mais surtout par les financiers de Wall Street, avaient sur le dos une révolution naissante, avec 2 partis qui préparaient cette révolution, qui étaient les bolcheviks et les mencheviks. Et même avant ça, on avait déjà commencé... Jacob Schiff, pour ne pas le nommer, de la banque Kuhn+Loeb et l'associé avec Schiff, qui avait commencé à fomenter une forme de révolution qui avait commencé... qui avait avorté, qui avait raté en 1905. En 1905, mais avant il y a eu la guerre sino-russe, russo-japonaise, peu importe, qui avait entraîné la Russie dans une guerre qu'ils avaient perdu lamentablement contre les Japonais, parce que les aides qui étaient prévues, promises, n'étaient jamais arrivées aussi, notamment financières. Et de ce fait, le pays était assez mal en point. Suite en plus se poursuit à Odessa avec le fameux le cuirassé Potemkin qui tire sur la population. Enfin bref, on va pas revenir dessus. Et qui petit à petit, on sent que Jacob Schiff finance petit à petit des hommes, des groupuscules qui vont venir même s'entraîner carrément aux États-Unis pour s'habituer à la guérilla, pour essayer de fomenter cette fameuse révolution de 1917. Et qui allait en fait aller à la destruction complètement du tsar et de sa famille, la famille Romanov, et ce qui allait permettre le démantèlement aussi de l'Empire russe, parce que les États-nations qu'il fallait détruire, il y avait les Russes aussi dedans, comme l'Empire ottoman. Il y avait les Russes et l'Empire ottoman, c'est-à-dire que la Pax Americana, comme on va l'appeler, tout simplement, ne supportait rien d'autre que des démocraties, des républiques, mais plus de régimes autocratiques, si ce n'est les dictateurs qu'ils ont mis en place en Amérique du Sud et qui leur servaient
d'une manière honteuse. Mais ça, on y reviendra plus tard. En plus, dans la propagande américaine, qu'on a diffusée à travers ces futurs agitateurs, on faisait croire que la Russie était un pays encore très féodal, avec plein de serfs, alors qu'il y avait un homme important qui s'appelait Stolypine, qui avait commencé des réformes agraires, des réformes industrielles, qui étaient en train de permettre des avancées économiques assez fulgurantes, qui étaient assez rapides. Seulement la guerre arrive à ce moment-là, la Première Guerre mondiale arrive, toutes ces réformes s'arrêtent, puis lui, de toute façon, il est viré par le tsar, parce qu'il est très bien conseillé. Il est assassiné, Stolypine. La guerre commence. Déjà, le tsar, quand il déclare la guerre, quand il signe l'acte de guerre contre les Allemands, est en pleurs, il faut le signaler aussi, parce qu'il savait très bien que ça allait conduire des massacres au niveau de sa population. Il faut rappeler aussi quand même que le tsar, c'était le cousin de l'empereur allemand, et c'était le cousin aussi du roi d'Angleterre. Ils étaient tous de la même famille, hein. C'est tous des descendants de la reine Victoria. Oui, ils sont cousins germains. C'est pour ça d'ailleurs que les Anglais vont changer de nom, ils vont s'appeler Windsor. Ouais. Ça faisait un petit peu désordre, quand même. La guerre entre cousins, etc. Bon, donc en sous-main, en fait, il y avait donc encore ces monarchies qui en fait ont fait bien fait le jeu des financiers et je dirais de certaines sectes dont on donnera la preuve à travers le bulletin de Papus, qui est une preuve indiscutable, c'est une revue qui est datée, n'ont pas compris en rentrant dans cette guerre que c'était leur propre disparition qui était prévue par les financiers, mais tous les prétextes qu'on donne dans les livres d'histoire n'échappent pas à un minimum de critique. Et les Russes, bon, de toute façon, les Romanov ne verront même pas la fin de la guerre. Ils ne verront pas la fin de la guerre. Les Allemands, eux, avaient aidé également cette révolution parce que ça les soulageait d'un front. Mais ils n'ont pas vu non plus qu'eux aussi étaient trahis de l'intérieur, les Allemands. L'Empire ottoman s'est retrouvé allié de l'Allemagne dans cette guerre, alors qu'eux, ils avaient strictement aucun intérêt dans cette guerre. Aucun intérêt, c'est-à-dire qu'on voit que cette guerre mondiale, en fait, si on étudie bien cette guerre mondiale et cette manière dont elle a été amenée, on voit trois acteurs fondamentaux, on va dire les anglo-saxons, puisque c'est assez difficile dans ce jeu-là de faire la part de l'un et de l'autre, mais on sent qu'ils sont comme la roue en foire, il y a une finance derrière, et que en fait le plan réel c'était la disparition de tous les régimes monarchiques qui restaient. Voilà, c'est la Pax Americana, c'est la démocratie universelle. On est encore dans cet illuminisme américain qui veut imposer des régimes au monde entier. On retiendra simplement à la fin, donc au traité de Versailles, que tout le monde avait bien compris au traité de Versailles, et en fonction, je dirais, des dommages imposés à l'Allemagne, que l'Allemagne serait obligée de retourner faire une guerre, on le savait. Wilson, étant un piètre personnage, n'est même pas resté au traité de Versailles, il est retourné aux États-Unis, et c'est le colonel House qui a rédigé le document au nom de l'Amérique. C'est un personnage tout seul, avec quelques conseillers, ce qui est quand même assez scabreux. Dans le même temps, au nom des valeurs humanitaires, les Américains exigent la création de la Société des Nations, à laquelle ils ne s'affileront jamais. C'est quand même encore une étrangeté américaine, la création de la Société des Nations. Pourquoi ? Parce qu'ils savent déjà qu'elle est vouée à l'échec, qu'elle ne servira à rien, et ils savent déjà, en filigrane, que de toute façon, il y aura une autre guerre, parce que le plan continue. On va imposer, je veux dire, un nouvel ordre mondial, et déjà, on voit apparaître dans les cercles initiés, donc dans les élites, cette soi-disant aspiration vers un nouvel ordre mondial, déjà dès le traité de Versailles. Avant de parler d'entre-deux-guerres, on va peut-être revenir sur le traité de Versailles, la façon dont il va être géré justement par les Américains. Et même au-delà des Américains, on va se rendre compte que par rapport aux participants, on remarque que, par exemple, pour les États-Unis, il y a Paul Warburg qui s'y rend, et pour les Allemands, il y a Max Warburg qui s'y rend. Voilà. Donc d'un côté, on gère ça en famille. Voilà. On se rend compte qu'avec, du côté anglais, il y a Sir Philip Sassoon, de son vrai nom Amschel Rothschild, donc du même que le fondateur de la dynastie. Que du côté français, il y a quelqu'un qui s'appelle Georges Mandel,
de son vrai nom Jéroboam Rothschild. Donc on voit que malgré toutes ces distorsions entre ces pays, on va régler finalement entre familles cette guerre mondiale où il y a quand même eu des 10 millions de morts. Si on poursuit pour les États-Unis, il y a le personnage, comme tu as dit tout à l'heure, le colonel House qui va y aller avec Bernard Baruch, quand même, qu'il ne faut pas oublier, hein, un grand financier qui est à la solde des Morgan aussi. Ouais. Et on va décider donc du partage de l'Empire ottoman. Partage de l'Empire ottoman, mais avant de partager l'Empire ottoman, on va quand même créer ce traité de Versailles à charge contre les Allemands, c'est-à-dire que toutes les réparations devront être réglées par les Allemands. En gros, les Allemands sont déclarés seuls responsables de la guerre. Et il y a un article qui est très intéressant, c'est l'article 231, qui a été soufflé par Dulles, une famille célèbre, hein, qui sera à un moment, Alan Dulles, qui sera gérant de la CIA. Exactement. Qui impute vraiment toutes les réparations avec une somme. C'est-à-dire qu'ils doivent rembourser 132 milliards de marques or à la France. Donc c'est ce qui représente quasiment, à cette époque-là, leur richesse qu'ils produisaient par an. Voilà. Donc ce qui est quasiment, qui veut dire qu'il est impossible à rembourser. En plus, on les ampute de leur colonie, on va les amputer de leurs principales ressources que sont le charbon, le bois au niveau de la Ruhr, qui peut être en plus, comme on verra après, qui est envahissable par la France en cas où les Allemands manqueraient à leur réparation. Donc en fait, ce traité de Versailles, simplement, va être un peu le terreau de préparation pour un nouveau, déjà un chaos économique en Allemagne, on reviendra dessus, et bien sûr qui va semer tout ce qu'il faudra pour apporter la Seconde Guerre mondiale. Avec la résurgence des nationalismes. Oui, mais après ça ok. Donc le colonel House, à ce moment-là, impose ce qu'on appelle la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Grosso modo, il va justifier l'éclatement de l'Empire allemand, de l'Empire ottoman et de l'Empire austro-hongrois, parce que les peuples qui composaient ces grands empires devaient disposer de leur liberté, devaient pouvoir s'émanciper du joug des monarques qui étaient à l'époque en place. Donc cette dislocation des grands empires va permettre en fait à l'établissement de financiers de pouvoir contrôler, parce qu'il est plus facile de contrôler un petit État que de grandes nations qui ont des appuis forts et une économie saine. Et donc cette nouvelle propagande à travers ces nouvelles idées va permettre petit à petit de ressemer un peu tous ces germes de nationalisme, de résurgence, de pan-germanisme qui avait monté les Allemands contre les Français, et qui va permettre petit à petit, à travers la crise économique de 29 et l'hyperinflation de Weimar, de pouvoir remettre en place certains personnages qui vont amener petit à petit les peuples à la guerre. On reviendra après dessus. Au niveau de l'éclatement de l'Empire ottoman, on voit que les Anglais vont assez facilement se débarrasser des Français au niveau du contrôle du pétrole, mais même des Américains. Parce que les Américains, ils vont vite se faire évincer par tous ces personnages qui sont millénaires et tous ces personnages de la Round Table. Et c'est là que Colonel House il va se rendre compte qu'en fait, pour contrôler le monde, il va falloir qu'eux aussi créent leur propre société, on va dire, d'élite secrète. Voilà. Donc c'est à partir de là que le Colonel House va aller voir les dirigeants de la Round Table, donc on a Alfred Milner qui était le cofondateur avec Cecil Rhodes, et c'est de là qu'on va créer le CFR, le Council Foreign Affairs. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on va petit à petit voir que le pétrole allait devenir quand même l'axe central de la géopolitique mondiale, et qui contrôle le pétrole, dans la célèbre phase de Kissinger, qui contrôle les nations. Voilà. Alors en même temps, les Américains, pourquoi ils ont été aussi légers dans le partage du pétrole de l'Empire ottoman, c'est que eux, de toute façon, avaient en vue tout le pétrole d'Amérique du Sud. Ils n'avaient pas encore en vue la question du pic pétrolier. On ne savait pas du tout que le pétrole avait une fin. Donc les Américains, effectivement, ont été très légers dans le partage de ce gâteau-là. Ils ont quand même réussi à récupérer, déjà commencé à étendre leur influence sur l'Arabie Saoudite. C'est leur part du gâteau qui était gagnée à ce moment-là. Voilà. Parce qu'en plus, juste avant, excuse-moi, je te coupe, il y avait les accords Sykes-Picot entre les Français, Mark Sykes et Picot, qui s'étaient un peu distribués au niveau principalement. Donc les Anglais allaient récupérer toute la partie orientale de la péninsule, d'Empire ottoman. Les Français allaient plutôt s'installer autour de la Syrie. Et les Anglais, dans leur grande mansuétude, avaient promis aux Français de leur lâcher du pétrole s'ils permettaient aux Anglais d'avoir un appui
portuaire au niveau de la mer Méditerranée près de la Syrie. De toute façon, les forces, on va dire, anglo-américaines ont toujours pris soin d'empêcher à la France d'avoir une indépendance énergétique. Au même titre qu'ils ne voulaient pas voir une résurgence, parce que la France avait encore un empire colonial, donc ils ne voulaient plus entendre parler de la France comme empire. Voilà, c'était clair et net, et ils avaient compris qu'il fallait couper à la France tous ces ponts énergétiques, et la France s'est toujours retrouvée, toujours, d'une manière ou d'une autre, dépendante des Anglais pour son ravitaillement en pétrole. Bien qu'on ait des réserves pétrolières, on a toujours dépendu d'eux. C'est à la fin de la Première Guerre mondiale que les États-Unis imposeront le Teachtainment, la formation d'élite et leur version de l'histoire, afin d'éviter que le monde connaisse les véritables mécanismes du système américain.